Écoute, c'est quand tu veux. C'est quand je veux, là. Ouais. Non, mais je parlais, tu sais, de l'album de Pearl Jam que je suppose que tu l'as pas écouté, toi, aussi. Oh, non. Voilà. Vu ton amour que tu as pour Seattle. J'adore le premier album. D'accord. Eh ben écoute, alors, faut savoir que j'avais détesté le dernier album qu'ils avaient Mhm. fait. Voilà. Le dernier est pour moi le meilleur de Pearl Jam depuis 20 ans. Ah oui, Ah depuis oui, Yeld. complètement. Depuis non, Riot Act, qui est dans les années 2000, parce que Riot Act, D'accord, je l'aime quand même. beaucoup. Mais c'est un album que je vais l'acheter là tout de suite, je le mets à côté, je vais l'écouter beaucoup. Et j'ai appris D'accord. qu'il était produit par Andrew Watt, Mathieu. Ah ouais, ah bah tiens. Bah je Tu vais sais qui, écouter. Tu sais qui est Andrew Watt? Bah oui, je sais qui est Andrew Watt, qui a produit beaucoup de stars Le, de la qui pop. a produit le Et dernier Ozzy. Et Ozzy dernier Ozzy. Osbourne, Bien le sûr. dernier Ozzy. Et j'ai appris qu'Andrew Watt était tellement fan de Pearl Jam qu'il a fait la guitare sur la dernière tournée solo de Eddie Vedder. Et D'accord, qui mais ça s'est serait pas étonnant, c'est vraiment le genre de et mec s'est à faire presque ça. proposé en mode gratos pour faire l'album, le mec. Hein. Ouais, c'est un gros passionné, le Andrew. Il Exactement. kiffe. Et comme il est plein de fric, il fait ce qu'il Et veut. voilà. Et je rêve qu'il produisait l'album. Et j'ai vu que c'est lui qui a fait le dernier Ozzy, en effet. Ouais, il a fait le dernier Ozzy, c'est Patient Number 9. Il a vraiment tout fait en plus. C'est vraiment, il a chopé Ozzy en mode viens, on fait un Ah album ouais, Blitzkrieg. complètement. Il a tout fait. Il a relancé Iggy Pop aussi. Il a fait Justin Ouais. Timberlake, je crois, le mec aussi. Bah, il a fait Miley Cyrus, il a fait tout le monde en fait. Exactement, tout à fait. Et là, Jean Spen de la prod de Pargin, et moi, je la trouve géniale. Je la trouve très, très Bah, bien. il fait des prods en fait qui sont pop, donc souvent les métalleux ils sont pas habitués. Pour le dernier Ozzy, ça avait fait ça. Sauf que ces prods, elles sont Ah non, énormes en fait. moi, je trouve ça super. Moi, l'album, Mm. je le trouve vraiment génial. Moi j'aime bien ce mec, ouais. Voilà. Et il a joué dans California Breed avec Glenn Hughes et compagnie. Ouais. Exactement, avec Glenn Hughes, tout à fait. Mais Ouais. oui, tout à fait. Ouais. Écoute, mais c'était lui qui était à la guitare sur la tournée des Vader et qui est un fan absolu de Pearl Jam. Et je pense qu'en effet, il a dû dire je fais l'album, mais vous me payez pas quoi. Enfin, C'est pas la peine, je vous aime trop. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Bon, ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Tu vas regarder la vidéo ou pas? Bah si ça te va, regarde, j'ai fait un joli visuel. Je t'ai pas. Non, pas de souci, pas de problème. Non, mais j'ai quelques problèmes physiques du mon état de santé, mais c'est pas grave. Non, tu es beau. Franchement, tu es beau. Non, parce que Enfin, maintenant bon. je touche de l'herbe, j'ai une infection, donc faut aussi. Ouais, ça part vite quoi. Voilà. Très bien. Le cancer, quelle belle maladie. Donc on annonce. Oh bah tu peux. On annonce. Retrouvez Sam en cancer près de chez vous. Ah oui, Le 28 dans l'estomac. oui, mais oui. Le 29 dans l'œsophage. Bon, mais vaut en rire qu'autre chose. Sam, il est en train de se battre avec un cancer, un peu comme l'anaconda, non, comme le crocodile se bat d'abord avec un guépard et après avec un jaguar, ça change au milieu des deux. Surtout que c'est pas un crocodile, après c'est un caïman, c'est d'autres animaux, tu vois. Ouais, j'ai vu, c'était génial. J'ai adoré cette vidéo. J'aimerais vous montrer quelque chose. Parce que depuis, j'étais obligé. Je sens que ça va être vidéogénique. Non, mais tu sais, je voulais pas le dire, mais à un moment, t'es obligé de te faire rembourser les soins, donc t'es obligé. Ouais. Parce que pour prendre un prêt à la banque, tu vois, aussi c'est mort, hein, donc. Oui, là, la banquière, elle est pas chaude, là. Voilà, c'est pas chaud. Mais du coup, j'ai dit, voilà, mon assurance, du coup, le sait, les maladies. Et j'ai reçu aujourd'hui. Alors, c'est ça qui est fascinant, j'adore ça. Je vous montre la caméra, je sais pas si tu vois. Il m'envoie un truc, tu sais, mon petit mail, hein, il est là. Et il m'explique, donc j'ai un parcours, tu sais, agir aujourd'hui contre le cancer. Et on voit une grosse femme qui tape un punching ball, mais tu vois, avec un queue black qui tient le truc. Et tout est, mon parcours est agrémenté de ce genre de choses-là. Tu sais, faut te battre et tout. Et se battre, si c'est ça, se battre, c'est ça. Ouais, ça donne envie de lâcher l'affaire, quoi. Mec, non, vas-y, c'est relou. J'ai pas envie d'être une grosse femme qui tape sur un noir, là, c'est bon. Et tu sais, on t'infantilise un peu, tu sais, on te montre des images aussi. Bien sûr. Tu sais, on te montre des images de cellules cancéreuses, je suppose. Parce que je sais pas très bien, parce que moi j'ai des cellules cancéreuses, j'ai plein de bouquins scientifiques. Mais c'est des petits trucs, des petites boules à pique avec des yeux méchants, tu sais. C'est des Pokémon.
Mais j'ai envie de l'avoir en carte, du coup, le truc. Je l'ai en Mais- GX, 220 points de vie. Et tu sais, c'est vraiment. Dans Il était une fois la vie, on prenait moins pour un con, si tu veux. Et là, on m'envoie un truc à chaque fois, c'est un truc débile, quoi. Ah bah Ça- fallait ça- pas ça voter passe- pour Anne Hidalgo, il y a un moment. Ça a pas de rapport, mais je suis sûr Mais qu'elle bon. est coupable. Je ne vais pas vous dévoiler la fin du film ou de la série, hein, bien sûr. Hein. Et il y a un cancer, et vous verrez, de toute façon, vous en aurez un de toute façon. Déjà. Non, déjà, parce que j'ai appris que la moyenne d'âge avait baissé de 10 ans. Hein. Ouais. Maintenant, t'es né après les années 80, t'es presque sûr d'en développer entre 40 et 50 ans. Bon, Non, puis, je sais pas si t'as vu, t'as reçu pour tes 40 ans le truc de l'assurance maladie. j'ai reçu direct. A priori, quand t'as vu Rise of the North Star en live, un cancer, c'est quasi obligatoire. Hein, donc, C'est ça. sachez-le. Donc, moi, je ne vais pas vous gâcher la fin, vous spoiler, comme on dit dans le jargon, mais vous verrez, c'est sympa. Il y a des moments sympas. Il y a des moments rigolos, quoi. Bon, parlons quand même un peu de la gloire. Oui. On quelle est exposé. Maman, je suis à la Philharmonie. Mais tu te rends compte, on est fiers, Mathieu. Ah bah c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Alors toi, tu y es allé. Oui. Mais t'as rencontré du coup les personnes qui ont organisé. En fait, ce qui se passe, moi j'y vais pour tourner une vidéo donc le jour presse en fait, la veille de l'ouverture, le jour du vernissage, et donc je rejoins les copains de Fortifem, donc je leur fais la bise et tout. Ils sont avec un mec que je connais pas et qui me dit bonjour et qui me dit bah voilà, je suis Corentin, je suis un des deux commissionnaires du truc. Ah bah salut Corentin, ravi de te voir et tout. Il me dit j'entends beaucoup parler de toi par un de mes proches collaborateurs. Je lui dis bah en bien j'espère. Et il me dit bah c'est Yann le barré bip du motoculteur. Ah le copain. Donc j'étais là, bon, ok. Bon, après je dévoile pas le reste de notre discussion, on sait jamais si c'est ébruité, mais du coup voilà, que j'embrasse là, qui vient de sortir son. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas. C'est mon t-shirt Bud Spencer. Ah, c'est Bud Spencer. Et Terence Hill, attends. C'est vrai qu'il ressemble un peu à la personne dont on parle. Qui vient de sortir son projet de sécurité pour son deuxième festival. Il a fait un tel copier-coller du premier que ça a été retoqué parce que il parle d'un IME qui n'existe pas. Tu digresses totalement. Je t'ai demandé Oui, si c'est tu vrai, la pardon. Philharmonie et puis. Alors la Philharmonie. Et donc du coup Corentin me dit bah, j'ai exposé mes propres t-shirts, tu verras il y en a un qui te plaira. Et en fait il avait acheté le t-shirt Manowar Other Band Play Manowar Don't. Je l'ai vu. Il l'a J'ai vu la exposé photo. à la Philharmonie. Et ce qui est drôle c'est qu'on cherche à le refaire avec Mgalai, on voulait en réimprimer. Et en fait on est complètement à la bourre donc c'est pas le cas, mais je pense qu'on en refera. Ça pourrait être marrant, on essaie de retrouver toutes les dates d'annulation et on les refera. D'accord. Et on t'en donnera un. Puis moi je dis rien, mais je touche pas. Non mais moi je dis rien, déjà j'ai pas eu le t-shirt et en plus je toucherai pas du pognon là-dessus donc. Bah, t'as touché du pognon sur les premiers t-shirts. T'as touché ta part, hein. Je sais pas. Bah je te le dis. sais, moi. C'est parce que... Bah, c'est toi le juif, je te fais confiance, mais je pense que je me fais baiser la gueule à un moment. Mais non, jamais. Et si on en refait, tu retoucheras ta part, c'est ça qui est beau. Non mais c'est beau, je trouve que le mec a fait ça du coup. Merci beaucoup, tu connais son prénom Corentin. Corentin, merci Corentin. Ouais. Écoute. Et ce qui est encore plus beau, c'est cool. que ça a déclenché j'ai eu quelques messages de gens qui avaient aimé certains trucs et moins d'autres dans l'exposition et qui disaient ouais il y a un t-shirt, il y a rien sur Manowar dans l'exposition, il y a juste un t-shirt qui dit qu'il joue jamais, c'est quand même abusé. Et donc pour moi c'était le rêve ultime, le goal ultime. Exactement. De faire rager des gens. Moi ce qui me fait plaisir c'est que tu fais donc cette exposition qui s'appelle Diabolou Sin Musica je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et que je voulais surtout pas, je suis pas allé non plus mais j'irai sûrement. Je voulais pas un truc sérieux parce que tu sais que le métal des gens se traînent beaucoup trop au sérieux maintenant. Le fait qu'il ait fait ça le mec, je pense de rajouter un peu de second degré dans là-dedans. Bon, t'aurais mis Trent Reznor en train de chialer une statue, on aurait pu ou une pissotière Trent Reznor, je t'aurais respecté à donf, mec. Mais je suis pas allé voir dans les toilettes, mais peut-être qu'ils ont fait ça. La bouche de Trent Reznor dans un urinoir. Putain, mais c'est tellement une bonne idée. Il faudrait qu'on en fasse des stickers pour que les gens fassent ça chez eux, quoi. Mais si ça te dit, moi je pense y aller peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Bah vas-y, hein. Dès que c'est sur Paris, tu me dis si je suis dispo, je viens. Mais écoute, des bisous. Et j'embrasse aussi ceux que j'ai croisés au concert, du coup, je suis allé voir Missy Givings et Diocletian au club. Ah. Et tous ceux qui sont venus me voir, fans de Tits, voilà, et qui sont venus me dire bonjour. Je me souviens plus des prénoms, je suis absolument désolé. Il y avait Jean-Michel. Non. J'ai reçu peut-être l'un des meilleurs compliments qu'on puisse faire à quelqu'un dans le métal, de gens qui, comment dire sans te froisser, Mathieu.
qui était le prince de la fosse, le roi du pit. Oui, je Voilà, régnais mais sur le pit. le chanteur bassiste de Misgivings, que je connais bien, est venu me voir après, Ouais. qui m'a vu plus tard, il m'a dit « Mais pourquoi t'étais pas torse-poil dans la fosse en train de massacrer tout le monde ?» Cette phrase m'a fait plaisir. Non, je ne peux plus pour l'instant. Bah, Pour l'instant, on a pris notre retraite, je crois, voilà. aussi de la Non, fosse. j'ai pas pris ma retraite. Toi, tu vas revenir? Je reviendrai. Je vais revenir et je vais faire du mal. Je Allez, vais good faire, bye. je vais faire du mal aux gens. Moi, je sais pas. Non, La dernière fois, mais- les petits jeunes, ils me font du mal. Hein. Mais cette phrase me fait beaucoup plaisir. Voilà. Eh ben, c'est Mais je reviendrai. Croyez pas que ça va être la fête comme ça pendant très longtemps. Non, non. bon. Bon, les pits de France et de Navarre, préparez-vous. Les pits de Vendôme. Bon, en fait, on a eu quelques galères, outre un cancer, un peu concrètement, qui vient nous emmerder. Mais après, c'est ton problème. T'as pas ton robinet qui fuyait chez toi aussi? Moi, C'est quoi, le même problème. oui, voilà. Alors, on a eu des problèmes. C'est-à-dire que moi, de mon côté, j'ai eu un petit ongle incarné et toi, un cancer. Donc, Alors, kiff. Mais... Je pense que tu satures un peu Mathieu quand tu es Ah. sur le micro. Voilà, c'est D'accord. très bien. Et donc, je disais, oui, moi j'ai eu un ongle incarné et toi, un cancer. Donc, on va dire c'est kiff, égalité. Oui. Mais surtout, en fait, on a un gros titre qui nous a été commissionné et on voulait bosser dessus, tout ça, et on n'a pas eu le temps de le faire correctement. Donc, ça arrive. Tout pour un. Oui, exactement. Voilà. Pour Et, le plus grand groupe du monde, pour l'un d'entre nous. le plus grand. Le plus grand. On va pas se mentir, à un moment, le reste. Et Mais, donc, ça m'a fait plaisir quand je m'as proposé celui-ci, ouais. parce que au-delà du fait que c'est d'actualité ou pas, c'est un groupe dont on aurait dû parler depuis très longtemps. Oui, Voilà. et c'est pas Rick James. Rick James arrivera de toute façon. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà. Et Restez abonnés pour Rick James. Bien sûr, bien sûr. C'est comme, tu sais, le bisou dans une série, tu sais. T'es entre l'actrice, tu as envie qu'ils se mettent en couple. Ça arrivera, mais à la 6e ou 12e saison. Voilà. Ça arrivera bien plus tard. Et donc après on s'était dit qu'on allait faire un mini-titre sur un groupe de Doom assez culte avec deux de nos potes, on voulait faire ça, et quand on devait le faire, j'avais oublié de prendre le micro, donc ça c'est pour fait. Que j'avais bien préparé d'ailleurs. Mhm. Et j'ai un nombre d'anecdotes d'ailleurs à ce propos. Mais n'empêche que t'as un cancer, donc tu fermes bien ta gueule. et donc du coup, puisque le plan A a échoué, que le plan B a échoué, nous voici avec le plan C. Ouais. Comme c'est un plan un peu J'en ai connu des plans C. Et il y en a certains qui ont fait l'affaire. Voilà. Comme c'est un truc un peu hipstouille, je fais de la pub, je prends une ginger beer, j'adore ça. J'ai appris au bout de merde. 6 mois que c'était pas du tout alcoolisé en fait. C'est du gingembre à la con. C'est ça. Mais moi, la première fois que j'en bois, c'était avec Nakat, au bord de plage, je le rejoins. Non, mais lui, il buvait autre chose. Et tu sais, j'en bois 3, j'en bois 4, et je lui dis, putain, c'est trop bien, je tiens trop bien l'alcool, je suis pas bourré. Il n'y a pas d'alcool. Et regarde, il me dit, mais sombre merde, il y a pas d'alcool dedans. Ah bah voilà. C'est pour ça. Par contre, il faut faire confiance à ton anus après. Parce que ça pique Ah un ouais, peu le cul. après Ça c'est pique, chou-fleur. Ouais. Ouais. Mais bon. Le titre du jour, ça. Oui, il y a un côté chou-fleur et un côté cancer aussi. Il y a un côté cancer, il y a un côté chou-fleur, on est dans les têtes. Pour rappel, les titres, les mini-titres, en fait, il y a des gens qui nous donnent des sous, ils nous proposent des albums, on pioche dedans et on les fait, tout ça. Donc si vous voulez qu'on parle d'un groupe en particulier, si vous voulez qu'on se fasse votre groupe préféré ou qu'on défonce un groupe que vous détestez, filez-nous une petite obole. C'est toujours des sous qui permettent à Sam de prendre le TGV et à moi de boire de la ginger beer. Voilà, et je crois que si je ne m'abuse, ça va dû être proposé à un moment. Peut-être par Brian Ravo, parce que je sais que Brian est fan de ce groupe-là, donc c'est possible. Mais bon, bref. Le titre du jour ? Oui. Ah, je vais te dire par qui c'est proposé. Mais l'actualité faisant, en plus, ça, voilà. Donc, on a rebondi dessus. Je vois pas du tout le rapport avec les faisans, mais ok. C'est une demande qui traîne depuis des temps immémoriaux de la part de Guillaume Quincy. Oh la vache ! Dit Clipouille. Dit Jafar. Dit Jafar, dit Hépatite C. Il a beaucoup de surnoms, voilà. finalement. L'homme le moins classe du monde, que vous avez pu entendre en 1992 dans notre titre sur Slayer. C'était lui. Et accessoirement, qui est le réalisateur de beaucoup de clips, dont Eggman Cher, ouais. et des vidéos du Hellfest, et de Pinocchio version porno. Et je sais qu'il n'en est pas fier, mais c'est un de mes préférés. C'est ce qu'il a fait de mieux, de toute façon. Donc, et il a fait ma dernière vidéo, c'est lui qui me filme avec The Doom Dad à la Philharmonie, justement. Voilà. Pas son plus gros fait d'armes, mais... Et la liste de Schilbrer, qui est la version porno de la liste de Schindler, je vous conseille pas, c'était interdit dans plein de pays. Ah putain, les traces de sperme sur la robe rouge, c'était vraiment un moment affect. Enfin bon. La liste de Schilbrer, un grand film. Franchement, bon. Je sais que ça peut pas à tout le monde, mais moi ça m'a plu.
Le goal est en rouge, donc tout est en noir et blanc, c'est très bien. Les mecs qui jouent en gueulant Shoah et tout, c'était un peu hardcore. Merci. Mais bon, Guillaume Cassi, on le balance d'ailleurs. voilà, Guillaume Cassi, bravo. Clipouille, il aime le hardcore, mais le hardcore de Maigrichon, parce qu'il est pas gros le Clipouille. Non. Alors, il aime Liway. Nous, on voulait pas spécialement en parler, parce que quand on regarde globalement le hardcore, vous en foutez. Hein, c'est quand même, on a fait 2 titres, un sur le hardcore, sur Locust et un sur Macabre, et ce sont les seuls qui n'ont pas atteint les 1000 vues sur YouTube. Non, Tout le monde s'en va. on a fait un mini-titre sur Chromax, Mathieu. Ouais, mais Chromax, il a fait plus de 1000 vues, ça marche pas dans mon défilé. Non, et déjà, Liway, je kiffe ce groupe, donc je peux pas dire. Ah, ben Liway, c'est très bien, hein, la question n'est pas là, c'est qu'on va pas faire de vues, c'est pas grave, on s'en fout. Sur Liway, Tu paries? On passe les 1000, tu penses? Ouais, on va passer les 1000. mais Allez, bien sûr qu'on poste les 1000. Nous, on voulait pas spécialement lui faire plaisir, mais il y a eu une actu. Le chanteur de Liway est décédé la semaine dernière d'un cancer de la langue. Du poumon. Du poumon. Ça n'a rien à voir. Du poumon de la langue. D'un cancer du poumon de la langue. Il avait un cancer des poumons à la base. Alors peut-être que ça Ouais. avait métastasé dans la langue. Je ne peux pas te dire, je ne suis pas son Ça oncologue. Mais il avait un cancer des poumons. Et il est mort quelques mois, on va dire mois dans la longueur d'année, après le guitariste. Voilà. Exactement. Michael quelque chose. Bon, quand même. Je plaisante. Michael Gibbons. Facile, on sait Gibbon en plus. Gibbon. T'as vu la vidéo que je t'ai envoyée tout à l'heure quand même? Évidemment que je l'ai vu. Voilà. Mais Michael Gibbon est très important. Ah oui, bien sûr. Bah, cette vidéo, on peut le dire, il y a un documentaire qui traîne qui est sur YouTube. Ce qui est assez drôle, on en reparlera. Mais ce qui est assez drôle, c'est que dès qu'il doit y avoir de la musique pour des raisons de droit, c'est coupé. Du coup, c'est un peu gênant. D'ailleurs, tu m'as pas fait la remarque. On en parlera tout à l'heure si tu veux bien, parce que en effet, tu lances la vidéo, le documentaire, il n'y a pas de son. Ouais. Bah, j'ai modifié mon setup 10 fois. Et à chaque fois qu'il y a de la musique, ça coupe. Mais c'est bon, ça. Mais bon. Voilà. Moi, ma question, c'était a-t-il chopé un cancer de la langue à force de chanter ces conneries? Mais bon, du coup, ça marche pas si c'est un cancer des poumons. Donc, on va directement passer au contexte. Sachant que je plaisante, j'aime beaucoup Liway. En tout cas, l'album dont on va parler. Ah, voilà. Ça m'aurait étonné parce que c'est un groupe qui pourrait plaire, c'est celui-là. En tout cas, au moins cet album. Parce qu'après, on discute. Voilà. Après, il a la voix d'Ozzy sur le suivant. Après, on discute. J'ai dit après. D'accord. Le hardcore, c'est un mélange de punk et de métal. Ça vient d'où tu veux, mais surtout de Washington. On a fait un épisode entier sur le truc, donc me faites pas chier, allez l'écouter. Mais ça a eu une grosse résonance à New York pour des raisons assez simples, parce qu'avant de devenir une ville chère et de bobos, avec tous les Starbucks que t'as partout à New York, bah c'était un coin assez crade, difficilement fréquentable dans les années 80. Un endroit qui était un véritable melting pot multiculturel et donc un endroit où la chose artistique. Melting Pol Pot. Il y a Pol Pot. Et Pol Pot, il est batteur dans le groupe. On va en revenir. Enfin bon. Donc c'est là où la chose artistique affleure, c'est ça que je voulais dire. Oui. Et le hardcore, il a trouvé une résonance énorme. Le hardcore new-yorkais, c'est facile, c'est des gens ultra musclés avec des bonnes têtes à déboîter de la mif sur des canapés pour Brazzers. C'est Chromags, c'est Biohazard, c'est Sick of It All, c'est mes préférés. 25 Ta Life, évidemment. Agnostic et tout, les scènes précédentes. Agnostic, il y en a plein. Murphy's Law, elle a eu. Mais avant tout ça, c'est Liway. Liway, c'est le hardcore pour les anémiés. C'est un parfait crossover, le mur de Berlin entre le punk et le métal. Oh, tu l'as chopé dans la vidéo, évidemment, celui-là. Évidemment. Ça me fait plaisir que tu le dises, celui-là, tu vois. Parce que je trouve que cette phrase est très juste. C'est vrai. Que ce hardcore, le hardcore, c'était le mur de Berlin entre le métal et le punk. Et il y avait un mur. Et le mur, c'était le hardcore. Et je trouve que Liway, c'est ce petit cassage de mur, si tu veux, entre les deux. Voilà. J'entends complètement. C'est là où tu mettais l'enfant qui allait chercher les pommes de terre la ramène de l'Ouest et qui les ramenait Cartoffel. Cartoffel qui ramenait les Mouscatous et herbouleur. C'est un peu ça, Liway. Voilà. Liway, c'est Mouscatous. Bref, c'est une carrière éclair en un peu plus de 10 ans. 4 albums dans lesquels on va croiser David Bowie, des mannequins à gros seins et Grand Theft Auto. Mais avant tout, c'est surtout un groupe dont le batteur à moitié chinois s'appelle Pokémon. Il s'appelle littéralement Pokémon. Ah, il est exceptionnel. Il est d'une gentillesse, ce mec. Bien sûr. Par contre, c'est le mec le plus naïf du monde, je pense aussi. on y reviendra, mais... Il a pas l'air bien futé. Ouais. Plutôt que de parler de sa carrière en entier, on va surtout parler et vous donner notre avis sur le premier album du groupe, Born to Expire, déjà super titre pour commencer. Sorti
en 1989, soit très tard par rapport à ce que ça devrait. Et tout ça, on va vous le raconter. Dis-moi Sam, qu'est-ce que tu as envie de dire Alors, sur Leeway? Leeway. Alors, ça va être un mini-tits sur Leeway, sur un album, mais en fait, on va couvrir un peu la carrière de Leeway sans parler des autres albums, parce que vous ferez votre. Voilà. Mais vu qu'il n'y a que 4 albums et que Leeway, quand ils sortent cet album-là, le premier album, ils avaient déjà une petite carrière avant. Donc, ça va comprendre. C'est un mini-tits, mais ça va englober, voilà, Leeway. Alors, moi, j'adore Leeway. J'aime beaucoup Leeway. C'est un groupe où je suis venu très, très tard. Ouais. Parce que, pour moi, il y avait certains codes du hardcore et d'autres qui étaient. La voix claire, déjà, qu'il avait, au début, me rebutait, je te le dis honnêtement. Ouais, pareil. Mais il avait le mérite d'exister. Et surtout, Leeway, j'avais toujours vu ça comme un espèce de punkoose qui n'était pas assez hardcore parce qu'en fait, il ne correspondait pas au coda du hardcore new-yorkais de l'époque. C'est-à-dire, comme tu l'as décrit, baraqué, tatoué, faire la gueule sur les pochettes, très viriliste, très. Et Leeway, c'était pas ça. Ils avaient un peu la gueule de Green Day, quoi, tu vois, par rapport au mec d'à côté. Non, pas du tout. Leeway, c'était quand même un mec très maigrichon au chant, qui était très arrogant et agressif, d'ailleurs. C'est vraiment la différence aussi. Qui refusait, moi j'avais refusé d'écouter à l'époque, je les snobais parce qu'en fait, il interdisait qu'on vienne slammer sur scène. C'était tout le long de sa carrière, c'était un des premiers speeches qu'il avait sur scène, c'est ne venez pas slammer, respectez notre boulot, machin truc. Moi, j'aime pas faire chier chez toi, donc tu slammes pas. Et dans le hardcore, pas venir slammer sur scène, c'est particulier. Tu vois, c'est particulier. Et du coup, je vais toujours refuser d'écouter lui. Ouais, j'ai écouté les années après. Mais j'ai compris pourquoi par la suite. Et Leeway avait aussi ce côté où c'est le seul groupe de hardcore. Au début, il y avait des mecs avec des cheveux longs. Oui. Avec des t-shirts de Cheap Trick ou de Rush. C'est ça. Et bien donc, ils avaient un son ultra métallique. Donc, Michael Gibbons, qui est l'un des guitaristes du groupe, lui, il avait les premiers concerts, je ne sais pas si tu les as vus en images, tu sais, les vidéos qui traînent, il avait les cheveux longs, mais ça avoine en plus, il y avait une guerre avec les amplis, les JCM et tout, et ils avaient un son qui différait du coup, qui différait du hardcore, une attitude qui différait du hardcore, complètement, un physique qui différait du hardcore. En fait, surtout new-yorkais, New-Yorkais, c'était un pendant de Suicidal Tendencies qui sort à peu près à la même époque parce que Leeway, il sort sa album en 89, mais en fait, avant de sortir sa album, ils étaient déjà connus. Ils avaient déjà ils étaient déjà établis sur la scène new-yorkaise et tout. Mais pour moi, c'est le pendant de Suicidal Tendencies du côté de la côte Est. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a le côté fun qu'ils ont rajouté, fun dans la musique aussi, même si certains textes étaient assez sérieux, mais ils avaient le côté entertainment qui n'avait pas certains groupes de hardcore qui jouait sur la cohésion du public et puis le chant, l'armée que tu avais de hardcore new-yorkaise à l'époque. Leeway était beaucoup plus métalleux que ça, si tu veux. Bah c'est surtout ça, ouais. Il était beaucoup plus métal et beaucoup plus fan de métal. C'est pas juste choper le son, c'est fan de métal. Il était complètement fan et l'attitude aussi faisait que, comme je te disais, il voulait pas qu'on monte sur scène. Le jeu, le côté entertainment que tu pouvais pas forcément avoir dans le côté hardcore qui était beaucoup plus familial et beaucoup plus gang. Et du coup, il différait carrément. Alors, c'est pas à cause de ça qu'ils n'ont pas marché, Leeway. Leeway, ils n'ont pas marché à cause de plein d'autres trucs, dont leur label, dont tu sais très bien, si tu as vu le truc. L'autre chose aussi qui différenciait Leeway, tu l'as effleuré tout à l'heure, bah, c'est son chant, qui était beaucoup plus chanté. Le seul chant clair de l'époque. Voilà, et donc c'est le chant d'Eddie Sutton vraiment différait du chant des autres, et ça pouvait les mettre un peu au banc, ou surtout quand tu te prends toute la scène new-yorkaise d'un coup, bah celui-là tu peux le mettre potentiellement un peu. Et surtout que c'était un petit mec fin qui se déguisait sur scène, il mettait des habits squelettes, des maillots de baseball, il rappait, il avait un côté un peu Beastie Boys, et à côté, à la même époque, il y a Cro-Mags. Ouais, bien sûr. Gang. Alors moi je trouve qu'au niveau du son, ça peut se rapprocher, mais au niveau de l'attitude scénique, c'est pas du tout pareil. Donc je comprends que le public hardcore new-yorkais, qui était très new-yorkais, il ne faut pas l'oublier, très gang new-yorkais, alors que tout le monde disait, ils le disent avec le recul, je trouve ça très focus aussi, on disait Leeway, ils ouvraient pour Bad Brains ou Agnostic ou ce que tu veux, ou c'était génial, mais à l'époque, tout le monde n'avait rien à branler de Leeway. Hein. Et ce qu'on a reproché pendant très longtemps, c'est d'apporter des kids métalleux, donc cheveux longs ou skateurs de la Sub Pop, donc dans dehors de New York, donc des gens qui venaient du New Jersey, dans New York, et on leur a reproché ça à une époque. De dire, voilà, vous avez pété ça, c'était. Oui, la barrière interdite avec les poseurs de rockers. Parce que les métalleux venaient
ne connaissait personne. Et il y avait tout le gang de New York Hardcore qui était un vrai gang, hein, qui a une vraie famille. Et du coup, ces gars n'avaient rien à foutre là. Et Lee Way, si tu veux, faisait cette passerelle. Et je pense que ça aussi, ça n'a pas joué en leur faveur. Avec le recul des années après, tout le monde kiffe Lee Way, disait que c'était génial à l'époque et tout. Mais c'est faux. Je veux dire qu'il y a beaucoup de groupes qui. Alors, ils ont toujours été adoubés par les groupes, par Bad Brains notamment, qui a été leur papa et tout. Mais toute la scène hardcore des fans méprisait Lee Way. C'était un groupe de tarlouse pour eux. Faut pas l'oublier. Non, mais c'est vrai. Je préfère remettre les choses dans leur place. Ce qui est marrant, il les méprisait pour ça. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils étaient surtout en avance parce qu'aujourd'hui, toute la scène death hardcore, c'est exactement ça. C'est des métalleux qui ont chopé le son hardcore, qui écoutent les deux. Ouais. En fait, aujourd'hui, les barrières ont sauté, le mur de Berlin est brisé, et c'est plus du tout un questionnement. Moi, je me rappelle quand on discutait avec Mike Scheid au Roadburn, quand le Roadburn existait. Bien joué, j'aime beaucoup. C'est très bien. Il nous disait, j'étais le seul à aimer le hardcore et le métal, et je me faisais emmerder parce que j'avais les cheveux longs dans les concerts de hardcore, quoi. C'était pas une évidence à la fin des années 80. Pas une évidence, et surtout que Lee Way, non seulement je t'aurais été fin, comme je dis, et les autres certains avaient des cheveux longs, un batteur chinois. Mais au-delà de ça, en plus, ils avaient une vraie attitude sur scène de métalleux. Ça headbangait, c'était plus proche. Et il y avait pas, comme je dis, il y avait des riffs chiadés. Leur guitariste faisait des riffs hyper chiadés. Ça, on y reviendra. Mais surtout, l'attitude de tough guy, elle n'existait pas dans Lee Way. Alors, il faut bien vous remettre dans le contexte qu'à cette époque-là, le hardcore naît avec l'attitude tough guy, tatoué, très rentre-dedans. Tu voyais les photos de presse, ce que vous voulez, muscu. Il est venu après, Michael Gibbons. Mais bon, bref, parce qu'il s'est un peu étoffé après. Je parle du guitariste. Hein. Après, il a pris la prod, ouais. Ce groupe-là, Lee Way, était classé dans un côté skater, alors que, si tu veux, alors que c'est du hardcore métal, quoi, et qui était plus proche de moi que Suisse Allel au niveau du son, mais qui avait un côté très agressif au niveau du riff, comme tu disais, comme Prong. Moi, je la rapproche de Prong sur beaucoup de choses. Ouais. Ou des premiers Corrosion of Conformity. Tu vois, avec qui ils ont été très potes, d'ailleurs. Exact. Corrosion a ouvert avec le morceau d'ouverture de cet album-là dont on va parler. Pendant des années, en concert, ils commençaient avec ça. Le nombre de groupes qui ont commencé en ouverture avec ce riff de Lee Way sur cet album dont on va parler, et il y en a beaucoup. Hein. Il y a eu Prong, il y a eu... Mais comme je te dis, ils étaient respectés par les groupes. Il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, les fans de hardcore de l'époque méprisaient Lee Way. Je te le dis. Maintenant, ce n'est plus le cas parce qu'ils sont morts et du coup, on redécouvre. Il y en a pas qui redécouvrent le groupe et tout. Et qu'il ne faut pas agir comme si c'était établi à l'époque. Lee Way a été méprisé pendant très longtemps par toute la scène hardcore. Je parle du public. Qui les voyait comme, je dis, des petits jeunes ou des Beastie Boys ou des gens qui ne venaient pas de la même scène new-yorkaise. Alors que ou l'équivalent un peu ce qui se passait en Californie avec les Red Hot première période, en fait. Exactement, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ou même maintenant avec les Rage Against the Machine. Ouais. Parce que les gens méprisent Rage Against the Machine, tu remontes à des vieux concerts. Et Rage a ouvert aussi leur concert plusieurs fois avec le premier riff de Lee Way de cet album-là. Et ben voilà, la boucle est bouclée. Et donc le following se fait auprès de Lee Way sur la scène hardcore où ils arrivent vraiment, en gros, dans les premiers avec Carnivore, quoi, si on veut. Un peu dire. Et donc en novembre 87, ils signent avec donc le label Profile Records. Ils vont enregistrer leur premier album. Il y a Murphy's Law, je remets quand même s'ils viennent du Queens aussi. Mais Murphy's Law qui est d'ailleurs de New York. Mais si on parle des prémices du hardcore, là, on est vraiment sur les débuts. Hein. Parce que l'album dont on parle de 89, mais Lee Way est connu bien avant. Oui, c'est ça. En fait, Lee Way se forme en 84 et 84-85 déjà, il y a un following et puis il y a quelque chose qui se passe. Ils sont en fait dans cet entre-deux où ils peuvent jouer au CBGBs parce qu'ils ont un côté punk et en même temps dans les scènes hardcore. Enfin, tu vois, ils peuvent jouer un peu partout en fait au final. Avant de sortir l'album, ils jouent déjà pour Suicidal Tendencies en ouverture. Oui, ils ouvrent pour Suicidal Tendencies et ils tournent avec les Bad Brains. Les Bad Brains qui les ont soutenus si ils auraient été avant d'ailleurs. C'est ça. L'anecdote du tourbus, c'est du bus, t'as vu dans le. Oui, elle est assez géniale. Où ils tournaient avec un van où ils n'avaient pas de siège, donc ils tournaient ils dormaient sur leur matériel, sur le matos, les amplis, et ces Bad Brains, en les voyant, on dit venez, on va prendre une partie de votre matériel dans le tourbus. L'autre qui arrache les sièges de sa bagnole pour les foutre dans le van. Là, on parle de tourner, mais alors que c'est ce qu'ils disent Lee Way aussi, c'est qu'à cette époque-là, tous les autres groupes d'affaires commencent à marcher et eux jugent de qu'ils ont été là avant et n'ont rien, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont même pas un t-shirt, pas un album
pas un vinyle qui a été pressé. Bah oui, parce que du coup, enregistré en novembre 87, mais ça sort en janvier 89, donc plus d'un an après, quoi. 1 an et 3 mois. Donc ils sont comme des fous. Il y a cette scène assez mythique là qu'on peut voir dans le documentaire où le mec il dit ouais ça pourquoi on n'a pas de vinyle et il balance sur scène le numéro de téléphone du label. Il dit appelez 956 il dit ouais le mec s'appelle Alex et tout. Vous l'appelez, vous lui cassez les couilles, c'est lui qui veut pas le sortir. Et le mec il balance le numéro de téléphone du label, tu vois, le fixe. Alors pour eux c'est à cause de ça que le groupe qui aurait dû être un carton n'a jamais marché. C'est vrai que pourquoi pas eux et ben Hazard va savoir. Pourquoi pas eux et n'importe quel autre groupe va savoir. Parce que quand tu écoutes Lee West, cet album-là, il y a et le côté suicidal et le côté fait un peu la Oblique Joe, un peu heavy metal, parce qu'ils sont fans de métal. Ça aurait dû cartonner. Et rien que sur scène, ça aurait dû, tu vois, il y avait un truc, quoi. Ouais, mais ils sont presque là trop tôt. Et bah, on va spoiler la suite, c'est que dès le deuxième album, ils changent de style. Et à ce moment-là, bah, disons qu'en fait, du coup, la scène hardcore te tourne le dos, parce qu'après, il part sur un truc plus grunge. Et Ozzy, la voix est carrément Ozzy. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est clairement le mec, on l'appelle le Ozzy, on l'appelle le Ozzy du hardcore. Il commence tous ses concerts par merde, au lieu de dire I can hear you, il fait du je sais plus ce qu'il dit comme phrase. Can you dig it ou un truc comme ça. Il a avec la même voix qu'Ozzy. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, mais n'empêche que le deuxième album, il est grungy quoi. Donc voilà, donc ça prend. Ah si, quand même. Et puis après, ils repartent sur un hardcore un peu plus moderne, un peu moins new-yorkais finalement. Et donc, je pense qu'ils ont raté toutes les vagues en fait, malgré tout. Mais ils sont précurseurs dans le sens que c'est un des premiers groupes de hardcore à utiliser des guitares métal, à jouer métal. Ivy carrément. Avec des riffs trash en fait. Hein, si tu prends, ils sont fans de Judas Priest, d'Ozzy, voilà. Oui, du coup, et ça se sent totalement, je trouve. Mais t'as des riffs, ils seraient chez Exodus, ça serait pas un scandale, tu vois. Des Mark of the Spiller, On Outside, Unexpected, c'est des morceaux hyper métal. Des nappes de guitare où tu sais, ces riffs mode palmute à la Prong, tu sais, qui est vachement précurseur. Prong sont fans aussi. Faut pas oublier que je te dis, ils sont là. Alors, on a fait l'album et signé 89. Mais les chansons existaient avant, l'album était enregistré avant. Ouais. D'ailleurs, il disait, il a expliqué, enfin, comme tu as pu le voir dans le documentaire, quand il disait, il a été enregistré en 4 jours cet album, 4 putains de jours, 4 jours. Elle est géniale. Et le chant a été enregistré en 3 heures pendant que eux allaient voir le temps du concert des Ramones au CBGB's. Ça, je trouve ça génial. Ils sont revenus, les voix toutes les tracks étaient enregistrées. C'est quand même fascinant, quoi. Après, ça se faisait vachement à l'époque, c'est marrant, on est toujours à glorifier ça, mais tous les groupes de l'époque qui n'avaient pas de thunes, ils enregistraient super vite les albums, quoi. Ils n'avaient pas le choix. En gros, t'avais intérêt de près, et puis voilà. Hein. Oui, mais moi ce qui m'a fait tilter un peu aussi, c'est que de voir, en fait, on pense hardcore, c'est DI, il disait DI et tout. Lee est le seul groupe qui tournait, qui conduisait leur propre camion, qui n'avait pas de tourbus, qui n'avait pas de catering, qui n'était pas payé. C'est Bad Brains qui disaient s'ils ne sont pas payés, nous on ne joue pas. Si ils ne jouent pas avec nous, on ne joue pas. Eux, ils étaient quand même. C'était un peu les vilains petits canards de la. C'était des galériens. Truc, hein. C'était des galériens sans nom, Mathieu. Enfin, ils n'ont rien touché sur leur album. Il n'y avait pas un t-shirt. Ils devaient se battre pour se faire payer. Ils dormaient sur leurs amplis dans le camion. Alors, c'est pas ça la scène hardcore de l'époque. Donc, Chromags, Agnostic Front, Madball, Bad Brains, machin chez le monteur. Eux, ils étaient accompagnés par des labels. Faut pas l'oublier. Hein. Ouais, bien sûr. Beaucoup avaient Roadrunner derrière eux. Mais oui, que dalle. Le mec, tu les vois en parler avec. Il y a une nostalgie, mais une tristesse aussi en disant, mais c'était bien. Mais ils n'ont pas passé un bon moment, les mecs. Quoi. Tu sens qu'ils ont pas passé. Il y a même un peu de colère. Ils racontent la fois où ils ont failli se cracher dans le Grand Canyon parce que les mecs étaient cuits, le mec qui conduisait en pouvait plus. Tu sens qu'à un moment, ils ont dit stop aussi, quoi. C'était trop. C'est le batteur qui conduisait le véhicule la nuit, après les 9 heures de route et tout. Et faut pas. Alors, moi, je veux pas du tout faire le. Je suis content que les gens mettent des messages hommage à Lee Way, tout le monde poste du Lee Way en ce moment et tout. Je trouve ça très faux cul, dans l'absolu, parce que maintenant, alors nous, une génération, on a écouté Lee Way, moi, on est plus jeunes peut-être, on a découvert à la fin des années 90, début 2000, mais la scène hardcore new-yorkaise leur ont craché dessus. Pendant longtemps, je ne parle pas des groupes, hein. Moi, je te parle du public. Parce que comme je t'expliquais, Lee Way était un groupe qui refusait à ce qu'on moche ou qu'on monte sur scène pour slammer à ses concerts. Et que c'est resté en travers de la gorge de plein de fans de hardcore parce que je te dis, il y avait le côté tough guy et tout. Et donc, ils ne sont pas rentrés dans le truc. Et puis, il ne faut pas oublier aussi,
que le chanteur Eddie était Sutton. assez. Eddie Sutton, merci. Était assez arrogant. Pas arrogant, c'est qu'il haranguait le public. Il avait un côté Liam Gallagher que j'aime beaucoup, moi. Qui, des fois, il les insultait. Il n'hésitait pas à balancer le numéro de téléphone, comme tu dis, ou régler ses comptes sur scène. Et qu'il avait un chant clair. Ce chant clair éraillé a été, pendant très longtemps, un répulsif à la scène hardcore. Parce qu'on ne chantait pas comme ça. C'est le seul groupe qui chantait comme ça. Hein. Moi, j'adore Poison Ivy avant, donc il y avait le côté Poison Ivy, mais dans le hardcore de l'époque new-yorkais, il fallait être tough guy, il fallait chanter, il fallait grôler, il fallait être agressif, avoir une voix éraillée, être un gros bonhomme sous testostérone. Donc, Eddie Sutton, je suis bien content que maintenant, on dise que c'est un grand chanteur. En des années, on lui a craché la gueule. Hein. Que cette scène lui a craché la gueule. Donc, je trouve ça, quelquefois, un peu faux cul, mais mot vieux tard que jamais, j'ai envie de te dire. Vieux motard, on dit. Vieux motard que jamais. Maintenant qu'il est mort, mon pauvre Sutton, c'est très bien. Tout le monde t'adule, mais je pense pas qu'il a senti cet amour-là pendant toute sa vie. Je vous le dis juste comme ça. Ça se ressent dans ses dernières interviews d'ailleurs. Ouais. Voilà. Alors maintenant, parce qu'avec nous, on a plus de recul peut-être, mais la scène hardcore de l'époque méprisait Lee, ouais. C'était un petit groupe de skateurs de merde et tout, alors que c'est pas du tout, tu vois, voilà. Et je te dis, aujourd'hui, la différence, c'est que comme tout le hardcore metal est comme ça, c'est plus... Ah, ils se sont arrangés, Mathieu. On n'est plus trop dans le truc bodybuildé, à part Hammersway ou des conneries. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui... On a même des gros... Oui. Moi, les Sanguisuga Bog ou les 2000 Saboons, etc., c'est des groupes qui mélangent les deux allègrement et qui s'en foutent. Toute la scène ricaine fait ça, en fait. Mais parce que maintenant, Mathieu, des années après, à l'époque, faire du crossover, t'étais forcément fiché. C'est ce que je te dis. Il se m'a rappelé sur le titre de l'album, merde, comment il s'appelle qui est en plein milieu de cet album. Sur Catholic High School. Oui, merci. Girls in Trouble. Ils se sont fait dégommer. En plus, il y a un solo de basse slappé et tout. C'est vraiment... Sauf que avant, c'est Catholic High School Girls in Trouble, Catholic High School. Et mais dans cet album-là, donc on va pas finir par parler de cet album, hein, bien sûr. Il y a des morceaux, pour moi, Defy You, qui est un morceau mais qui définit le hardcore, ce hardcore-là en tout cas, qui est enchaîné par Enforcer. Ouais, qui est le tube du alors, truc, quoi. Pour les gens, c'est le tube du truc. Pour moi, c'est Defy You. Hein. Moi, Defy You, je le trouve ouf ici. Et mais rien que l'intro Rise and Fall, cette intro qui a été utilisée par plein de groupes, mais des milliers de groupes ont utilisé cette intro-là en faisant hommage à Lee Way avec cette espèce de guitare saccadée, staccato et tout. Et quand je suis avec Mark the Squealer, je trouve que c'est... Super titre, celui-là, putain. Mais tout l'album est bon. Ouais. Pour moi, ce groupe est une... tu prends l'essence de Poison Ivy, donc le hardcore, la naissance du hardcore sortant du punk, qui est toujours punk, mais Poison Ivy qui était vraiment un peu avec des solos en plus. Tu le mélanges à Suicidal Tendencies, qui avait ce côté aussi un peu technique et groovy, et tu rajoutes ce petit côté métal, et c'est dit, un peu de trash, un peu... Non, un peu trash, complètement trash. Oui, Mathieu. tu vois, tu rajoutes pas du early Megadeth. Mais l'album, il est trashos, mais évidemment qu'il y a du Megadeth dedans. Il y a du riff de trash, si tu le sens, mais tout l'album. Carrément. Ce qui est réjouissant, cet album est vraiment réjouissant. Chaque riff qui démarre, c'est du génie. Et les solos sont super. Deux fois, il y a des dissonances, des espèces de nappes de guitare qui sont pas forcément dans le hardcore, que tu t'écoutes parce que le hardcore, c'est assez droit. Moi, je trouve ça bon. Le seul truc qui peut choquer au début, c'est la voix de Sutton, c'est tout. Parce que en effet, deux fois, il est placé bizarrement. Il n'est pas vocalement parfait. Il a une voix claire, mais on dirait un ado qui a une mucoviscidose, donc c'est un peu compliqué. Mais Sutton sur scène, c'était un monstre. C'était, en fait, il bouffait la scène, c'est clair. Mais les mecs, ils nous font les Bad Rhymes. Donc bon, à un moment, t'es aussi obligé de... Mais ce côté très métal, en effet, me plaît énormément dans cet album-là. Ça, complètement. Ouais. Mais voilà, c'est un album, de toute façon, on va pas passer des 1000 ans dessus, c'est un album qui est particulièrement réjouissant, particulièrement en avance sur son temps, donc particulièrement conseillé. Mais quelle super pochette, on peut le dire aussi. Oui, aussi. La pochette qui est assez régalade. Ouais. Et les riffs, toi, t'as dû kiffer les riffs trash comme ça. Mais ouais, moi je te dis, je me suis régalé, mais je l'ai écouté en boucle. Je le connaissais déjà, mais là, je le réécouter en boucle était un plaisir.
Donc voilà, et puis je me suis un peu lancé sur les autres que je connaissais moins. Donc Ouais. pour la faire courte, en 91, toujours chez le même label, ils sortent Desperate Measures, qui est un album déjà plus grunge, ou heavy rock, enfin tu vois. Pas le mot grunge, tu vois. Alors heavy rock si tu veux. Il est plus mélodique, si tu veux. Il y a un côté plus chanté. Et par contre, là, c'est l'année où ils mettent les effets sur la voix de Sutton. Voilà, Qui et là là, devient un clairement, ils chantent. Ozzy de Ozzy, quoi. C'est vraiment. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Derrière, entre les conditions difficiles, le peu de succès, etc., le guitariste Michael Gibbons s'en va et il décide de rester à une seule guitare. L'idée étant, pareil, toujours d'être dans la vibe années 90, tu veux pas que je dise grunge, donc ils sortent Adult Crash, qui fonctionne pas bien non plus. Et puis ça finit avec Open Mouth Kiss en 95, puis le split suite à ça. Et c'est par la suite, comme on disait, le fait que le groupe soit redécouvert, ou alors que pas mal de gens parlent d'eux et que le style redevienne un petit peu plus à la mode, le style Lee Way en tout cas. Parce que le hardcore mélodique, c'est un peu eux qui sont à l'origine, hein, donc bon. C'est ça. Donc après une bonne décennie de traversée du désert, en fait, en 2006, il y a une reformation qui bosse pas mal, parce qu'ils font beaucoup de festivals, ils viennent en Europe, c'était déjà venu en 95 en Europe. Mathieu, on va pas se mentir, ça reste la traversée du désert. Ah ouais, il y a 10 ans de kata, mais en 2006, c'est marrant, ils sont jamais gagné du pognon avec ce groupe-là. Non, parce qu'ils sont invités dans des gros festivals, ils font le Hellfest en 2006, mais derrière, ils jouent à la mécanique ondulatoire, tu vois, ils jouent dans des toutes petites salles, tu vois. Ça gagne pas de pognon, il y a rien. Non, c'est pas. Voilà. Ce sont des années à se faire. Tu peux rebalancer le nom du label, s'il te plaît, qu'on les. Je sais que eux. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi ils s'en étaient pas barrés, parce qu'ils ont dû signer un contrat. C'est compliqué. Du coup, ils ne pouvaient pas s'en Profile séparer. Records, le label. Profile Records, qui, du coup, avec Cro-Mags, Murphy's Law, et il y a un troisième groupe, je ne sais plus lequel, et qui avait beaucoup d'artistes de rap. Et ils ont Run DMC, tout ça. Et Lee Way a été ils ont signé, mais ils n'ont jamais dépensé un sou pour le groupe. Que ce soit en t-shirt ou en merchandising, ils n'ont jamais rien eu pour défendre l'album. Voilà, ils sont toujours retrouvés un peu mais tu disais Murphy's Law et Cro-Mags, c'est ça les autres groupes. C'est ça. Donc ça a été une vraie galère jusqu'au bout. Il y a eu une nouvelle reformation à partir de 2016 qui était en cours. Le guitariste était déjà malade. Voilà, et Michael Gibbons était malade, il a fini par décéder en 2023, suivi de Sutton. Donc là, le groupe est fini. Donc moi, ce sera un regret, je les ai pas vus live. Mais, moi aussi, et quand on parle d'échecs, on parle souvent de Pentagram, mais Pentagram, ils ont un succès post-connerie. On va dire post-documentaire de Bobby. Lee Way, malheureusement, n'aura jamais la chance d'avoir ce truc-là. Parce que c'est trop tard. Hein. Les deux sont morts, donc c'est fini. Donc on les verra jamais, on pourra pas. C'est dommage, je trouve ça vraiment. Ça restera un groupe maudit. Même ceux qui les ont vus, même ceux qui ont pu assister au concert, les derniers concerts d'il y a moins de 10 ans, c'est pas Lee Way de l'époque. Voilà, et c'est des groupes qu'on. Là, j'aurais bien aimé. Quand tu vois la puissance de cet album-là, putain, voir ça en live, ça. Ouais, ça devait être quelque chose. Chanceux sont ceux qui y étaient. Dites-le nous un commentaire. Je suis sûr qu'un Sylvain les a vus, tu vois, par exemple. C'est possible. C'est style, donc voilà. Peut-être que Jafar les a vus. Hein. En 2006, il devait avoir 8 ans, mais on sait jamais. Dis-moi. Je dis en tout cas, découvrez Lee Way si vous ne connaissez pas, ou continuez à kiffer Lee Way si vous connaissez. C'est un super groupe. Ça trash. Moi, je trouve ça trash, quoi. Il y a vraiment un côté guitare trash. Hein. Et il y a un côté très métrique à la prong que j'aime beaucoup. Tu sais, les riffs, là, ces riffs saccadés, c'est génial. Et ils ont apporté ce côté metal fun dans le hardcore. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Du côté de New York, hein, qui était quand même... je dis pas, j'adore un peu Agnostic, Madball, tous ces groupes-là, mais c'était très bas du front, très. C'est un peu Fast and Furious, Mathieu. Mais c'est vrai. Oui, mais je prends. Mais le Fast 5 alors, quand c'était un peu classe. Et ouais, à côté un peu des frères Cohen dans le Fast and Furious, tu vois. Ouais. C'est pas les bonnes analogies, mais voilà, c'est comme tu peux. C'était un truc à part, quoi. Est-ce que pour terminer, tu dirais que Lee Way c'est aussi bien, moins bien ou mieux que Rise of the North Star?
C'est pour savoir. Je ne répondrai pas à cette Bah, Et- j'ai honte de l'avoir posé. et juste pour finir, je dirais que. Alors, eux, ils n'arrêtent pas de leur dire merci tout le temps. Tu l'as vu dans le documentaire et dans la chose de leur bio et tout. Les Bad Brains sont un groupe. Si vous ne connaissez pas un jour, on finira par parler Je des Bad connais Brains. pas parce bien que- les Bad Brains, mais je serais ravi mais d'apprendre il de faut- connaître mieux. Mais il faut savoir que les Bad Brains ont sauvé la carrière de beaucoup de groupes. Ouais, Donc, c'était des vrais donc, noms. Ils n'ont pas sauvé la carrière de Lee, mais ils les ont maintenus à flot en les imposant sur scène, en les faisant payer par les promoteurs qui ne voulaient pas les payer, en leur prêtant du matos, en leur prêtant un tourbus. Bad Brains est peut-être l'essence même du hardcore. Bien sûr. De ce côté-là, hein, de ce côté famille et musique et engagement scénique. Donc un jour, on finira qu'on parle par les Bad Brains. Alors que moi, si tu connais ma haine pour le reggae, hein, tu sais que c'est très compliqué pour moi. Mais... C'est ça. Ouais, mais Bad Brains, c'est pas que ça, évidemment. Évidemment. Bon, merci beaucoup. Sam, merci à vous d'avoir suivi tout ça. On va revenir avec tous nos petits projets qu'on a en cours. Et puis en attendant, allez vous faire cuire le cul. Essayez d'appeler le numéro qui a balancé. Le numéro qui donne sur le. Voilà, voir si ça sonne encore avec un indicatif américain. Faut voir ce que ça donne. Alors, ça me permet de rajouter ma petite. Mais je l'en ai déjà parlé, ça là. Et c'est arrivé plusieurs fois. C'est l'album de Celtic Frost, de Celtic Frost que j'ai, l'un des premiers, tout premier. À la pochette derrière, où tu sais, il a un coup de girafe, Tom Girard. Il y a un numéro de téléphone. Ah. Et c'était son numéro de téléphone personnel pour qu'on le book à l'époque. Ah oui, à l'époque, ouais. Et je lui ai demandé au Rodburn si je l'appelais, ça répondrait. Il en avait rigolé. Mais... Et il y a cette anecdote, mais il faudra qu'on en parle le jour opportun. Est-ce que tu connais Lance Staley et King Diamond? Non. Ah, non, je la garde. Pourquoi il y a un meilleur jour opportun que maintenant? Il y a. Alors, je peux vous faire. Dans ce cas-là, ça servira d'appât pour un autre titre. Okay. King Diamond a raconté. Un jour, il a rencontré Lance Staley Chains quand il était parti aux États-Unis jouer. Et que Lance Staley est venu le voir et lui dit est-ce qu'il y a peut-être 10 ans, 15 ans, si c'était gamin, tu recevais pas des coups de... Il était donc au Danemark, je crois, ou je sais plus où, King Diamond. Tu recevais pas des coups de fil de téléphone chez toi à 4h du matin ou 3h du matin, d'Américains et tout. Et King Diamond fait mais si, mais comment tu connais cette histoire? Comment tu peux savoir ça? Et là, il a dit c'est moi. Et c'est moi et un pote. En fait, à l'époque, ils ont chopé donc un album de Diamond, je sais plus, et il y avait un numéro de téléphone derrière, c'était le sien. Il y avait le vrai nom de King Diamond, je ne sais même pas c'est quoi d'ailleurs. Et ils l'ont commencé à l'appeler, et ils ont passé, je crois, le premier coup de téléphone, 5 heures au téléphone ou 4 heures à parler. Et là, il avait 13 ans ou 12 ans. Énorme. Et donc ils s'en sont parlé le soir où ils se sont rencontrés. Il y a plein de photos qui existent de cette session-là où ils racontent, ils sont au bar avec King Diamond en train de boire des bières et il leur tombe des nues. Diamond en disant mais c'est toi? Il dit ouais, on pensait pas que tu allais répondre et tout. Et puis pour nous, on était des gamins. Et ils disent à partir de ce jour-là, ça a changé ma vie. Putain, énorme. C'est une vraie histoire. Putain, c'est énorme, c'est énorme. Sachant que, gros teaser pour un prochain titre, on a une histoire de téléphone impliquant Bon Jovi et quelqu'un. Et on en parlera. Allez, bisous tout le monde, on arrête là. Salut.